Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires et cette semaine avec Jonathan Léveillé pour parler de plusieurs sujets. Mais un des premiers sujets qui va être intéressant d'aborder sur le podcast, Jonathan, c'est les retraites d'équipe, parce que je crois qu'il y a quelques jours de cela, vous avez fait ce qu'on appelle un off-site avec l'équipe de OpenMind. Est-ce que c'était uniquement l'équipe de direction, l'entièreté de l'équipe? C'est avec l'équipe de gestion, effectivement. Puis là, on a différents termes chez OpenMind, l'équipe de gestion, l'équipe de leadership, le comité consultatif. Dans ce cas-là, c'était je dirais un peu la haute direction. On est à peu près 8-9 membres dans cette équipe-là. Et on a eu la chance de faire un off-site de 2 jours. C'est un exercice qu'on fait 3 fois par année. Donc, et là, tu vas dire, pourquoi 3 fois par année? Il y a 4 trimestres. On se rend compte qu'on a besoin d'un petit mois de cool down. Donc, 3 mois, on fait une pause à ce moment-là d'un mois. Et c'est dans ce mois-là qu'on fait nos off-sites. Et ça a été très valeureux encore, ce off-site-là. Ça permet, je pense, de rassembler les troupes, de s'assurer de la direction, de brainstormer, puis d'aller dans la bonne direction pour les prochains mois, prochains trimestres, prochaine année. Mais je pense que tu fais un peu le même genre d'exercice de ton côté, Antoine, de manière régulière avec l'équipe, là. Ouais, ben écoute, donc, essentiellement, on a fait un off-site, une retraite, c'était le début juin avec l'équipe en Amérique du Nord. Donc, ici, on avait l'entièreté de l'équipe. Nous, ce qu'on se rend compte, et je pense qu'on en avait déjà parlé sur le podcast, vous avez une culture chez OpenMind un petit peu plus orientée bureau. Donc, j'ai l'impression peut-être que vos équipes se voient un peu plus, à moins que ça allait changer. Nous, on a des bureaux à Québec, à Montréal. On a maintenant un petit bureau à Barcelone dans lequel je suis en train de faire ce podcast au moment où on se parle, des gens qui travaillent de la France, mais ce qui se déroule, c'est qu'on est très rarement tout le monde ensemble et on se rend compte que si on ne fait pas ces différentes retraites-là en équipe, ben les gens, à la fin de la journée, oublient qu'ils ont des collègues et je suis convaincu que des gens qui nous écoutent aujourd'hui, que vous sentez la même chose. Si on est uniquement devant nos Zooms, devant nos Teams, à longueur d'année, à la fin de la journée, on est un peu tous des travailleurs individuels qui, on ne sait pas trop pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, je pense que ça devient important de bâtir un petit peu ces rapprochements-là d'équipe. Donc, on en fait quelques-uns par année. Un qu'on a fait au mois de juin et un qu'on fait au mois d'août avec l'équipe Europe. Et je pense que ça peut être intéressant peut-être de partager un petit peu certains apprentissages, certains trucs que nous, on voit qui sont fonctionnels et qui ont donné des bons résultats. Par la suite, je serais également curieux de t'entendre, Jonathan, parce que tu as souvent des bons trucs à donner. Le fameux truc de 3 trimestres à l'année, je l'adore parce que c'est vrai que des fois, on sent que sur 4 trimestres, on est en sprint continuellement. Il n'y a pas le temps de s'arrêter et de vraiment réfléchir sur ce qui s'est déroulé. Le 3 trimestres, tu me l'avais déjà dit dans le passé, on met ça en place maintenant avec notre organisation. Donc, je serais curieux de t'entendre, mais je commencerai ici. Donc, la retraite, nous, qu'on a fait récemment, encore une fois, c'était pour que les gens se voient, mais également peut-être un peu donner direction à ce qu'on veut faire en tant qu'organisation, où est-ce qu'on est rendu dans nos objectifs, où est-ce qu'on veut se rendre dans la prochaine année et surtout dans les prochaines années. Et moi, un des points que je me suis rendu compte, c'est que la première chose que tu dois faire dans ces types de retraites-là, où est-ce que tu as l'entièreté de l'équipe, pas nécessairement seulement le comité de gestion, le comité de direction, c'est de ne pas commencer avec du business. Si tu commences dès le départ avec du business, je pense que c'est là que tu peux perdre un petit peu l'attention de tes différents collègues. Donc, on essaie de mixer ça de différentes façons. Donc, nous, on avait commencé le mercredi soir, un petit souper, une petite soirée en équipe. Le jeudi matin, activité team building avec des rallyes qu'on faisait en forêt. Ça, c'était un point que je trouve quand même assez intéressant. C'est des rallyes où est-ce que tu as plusieurs petites équipes. Tu mets les gens totalement en forêt. Retrouvez-vous. Et soyez capable d'enchaîner d'une activité à l'autre. Et à la fin, bien entendu, il y a un prix pour l'équipe gagnante. Donc, activité d'équipe, team building, il y en a plusieurs. Pendant l'après-midi de cette journée-là, c'est là qu'on donnait les premières rencontres un petit peu sur la direction de l'entreprise, qu'on essaie tout le temps de mixer ça également avec des quiz pour rendre le tout intéressant. Reparler un petit peu de l'histoire de l'organisation, ça je pense que c'est un des points très importants. On ne peut pas assumer que tout le monde se rappelle de qui est l'organisation, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, rappeler l'histoire de l'organisation, faire des quiz, donner un petit peu la direction de ce que l'organisation veut faire pour le futur, soirée par la suite, et le lendemain, on recommence et on fait sensiblement la même chose. Donc ça, c'est une structure qu'on a mis en place, que j'ai trouvé quand même qui était fonctionnelle, qui gardait les gens attentifs pendant les rencontres et qui gardait également les gens enjoués pour le reste de la retraite parce qu'on était capable de mixer les deux choses. Et tu sais quoi, cette idée-là et cette structure-là, moi, m'est venue
on en a parlé sur le podcast de Simon Desbennes, de Gsoft maintenant, Workleap, si ma mémoire est bonne. Donc, ils ont changé de nom récemment. Et Simon, si on se rappelle un petit peu, Gsoft, Workleap ont été connus à la base avec des bureaux totalement extraordinaires. Il y avait des endroits pour faire du skateboard. Bref, c'était les bureaux, les Google 2.0 qui avaient construit littéralement dans le quartier Saint-Henri, Griffintown de Montréal. Et quand la COVID est arrivée, bien entendu, ils ont pris une approche qui était très orientée travail à la maison, mais on garde des bureaux. Mais bon, les bureaux coûtaient cher, le loyer coûtait cher, donc ils ont réduit l'espace de travail, ils ont transformé un petit peu leur culture opérationnelle avec une culture de travail à la maison, mais on a un bureau. Mais par contre, Simon me disait, et on le sait, ce sont des pros, eux, des ressources humaines, des pros du travail d'équipe, bref, c'est leur corps de métier, c'est leur zone de génie. Si on ne se voit plus au bureau, on doit se voir quelques fois par année, donc il me disait ça hors podcast. 3 retraites qu'il faisait par année. Ils sont à peu près 3 ou 400, je pense, chez Workleap. Et c'est des retraites qui pouvaient durer 2-3 jours. Donc, je me suis inspiré de ça. Je me suis dit, on doit construire également notre calendrier de retraite de la sorte parce qu'on a une structure sensiblement similaire au niveau des ressources de travail. Donc, je pense que de mixer plaisir, mixer travail à une fréquence de 3-4 fois par année, c'est un peu essentiel si la majeure partie de nos collègues sont en télétravail. Et j'aimerais rebondir sur un élément que tu apportes, Antoine, de ne pas commencer avec le côté business. Toutes les off-sites qu'on a faites dans les dernières années, on était extrêmement compressés dans l'horaire où on commençait à 8h, 8h30, 9h le matin. On travaillait jusqu'à l'heure du souper de manière extrêmement condensée, compressée d'un meeting à l'autre. On faisait la même chose le lendemain. Et on a décidé de pivoter pour le off-site qu'on a fait la semaine passée, d'essayer d'alléger la structure puis de commencer avec un exercice de team building. Puis pour ce cas-là précis, on a fait venir une conférencière de l'extérieur pour nous aider dans la communication pour adresser les choses difficiles. Donc, d'adresser les cas de problèmes de performance, d'adresser vraiment les vraies choses qu'on veut se dire pour faire évoluer les gens puis faire évoluer l'organisation. Et honnêtement, ça a vraiment, vraiment, vraiment changé l'énergie pour le reste de la rencontre là, pour les 2 journées par après. Puis je trouve ça intéressant que tu en parles là parce que c'est, je pense, mon premier take-away de la semaine passée, du off-site de la semaine passée, qui est de ne pas commencer avec le côté business, mais plutôt de commencer avec un exercice de team building ou de rassemblement ou d'ouverture entre les gens. Ça a vraiment changé la donne de notre côté. Fait que c'est intéressant que tu mentionnes ce morceau-là. L'autre questionnement que j'ai, c'est peut-être pour la gang, exemple de Workleap, puis probablement qu'il y en a beaucoup qui vivent ça, qui nous écoutent. À 300-400, c'est pas évident de faire 3 rencontres par année. Ouais. Puis nous, on est rendu au-delà d'une 60. Peut-être c'est 2 ou 3, je sais pas exactement, mais il y avait quand même, c'était plus qu'une fois par année. Parce que nous, on essaie de faire 2 grands événements par année, un d'été, un d'hiver, puis là, on commence à avoir de la misère, honnêtement, à trouver des endroits qui sont chaleureux pour accueillir les gens. Au-delà de 60 personnes, plus parfois les conjoints, on monte pratiquement une centaine. Le nombre d'espaces au Québec, c'est limité. Là. Puis si on va aller loin, ça coûte cher pour le déplacement puis tout le reste. Donc, il y a cet aspect-là, je pense, qui est probablement plus difficile pour les organisations remote de rassembler les gens dans un lieu qui est intéressant. Il n'existe pas des centaines de lieux comme ça au Québec où on peut se regrouper avec autant de personnes dans un espace positif. Là. Ouais, puis soyons honnêtes, c'est pas mal plus facile de dire hey, on fait des activités de team building à chaque mois grandiose qu'on est 5 que quand on est 40, 50, 60. Hein. Ça, je pense que n'importe qui nous écoute aujourd'hui va être capable d'en témoigner. Plus que l'équipe grossit, plus que le niveau de complexité, on s'entend, là, ça devient des budgets annuels que tu dois prévoir pour être certain que ça reste convivial, intéressant, ces activités-là. Mais je crois tout de même, et nous, c'est un petit peu de la manière qu'on voit, on faisait des calculs de se dire, bon, combien ça nous coûterait de loyer, assumant qu'on était au centre-ville puis qu'on aurait une quarantaine de personnes dans un bureau du centre-ville. Alors, on faisait le calcul, puis bien entendu, ce serait plus dispendieux que ce qu'on paye présentement en termes de loyer. On essaie de reprendre ces budgets-là, les mettre dans des activités qui sont des activités de team building. Bon, on s'y retrouve là-dedans. Je crois que c'est important, je crois que c'est nécessaire pour garder les équipes proches, pour se rappeler que tu as des collègues de travail, parce qu'à un certain point, le Metaverse a ses limites. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, que vous voulez planifier peut-être un off-site
de ne pas commencer en parlant business, je pense que ça peut être une très bonne chose, mais d'un autre côté, et moi c'est ce que je m'étais rendu compte, ça ne doit pas non plus devenir ces activités-là uniquement le party. Ça c'est un autre type d'activité. Ça peut être un party qui peut se dérouler pendant l'été, un party qui peut se dérouler pendant l'hiver, mais l'objectif de ces retraites-là tout de même, c'est de réaligner les troupes, donner un objectif, un petit peu de cohésion à ce qu'on est en train de faire. Peut-être dans un comité de direction, c'est sensiblement la même chose, mais sur des points peut-être encore plus spécifiques, encore plus précis. Et on essaie de mixer ça avec des bonnes activités. Souvent, les gens partent de ces retraites-là et ils ont beaucoup d'énergie pour les semaines qui suivent, donc c'est toujours un bon boost. Et l'autre apprentissage qu'on a eu, je pense, du dernier off-site, c'est que ça doit faire à peu près 7-8 ans qu'on fait des off-sites et on planifie un off-site à la fois. Là, ce qu'on veut faire, c'est de reculer puis de s'élever un petit peu plus haut pour donner des thèmes au off-site devant nous. Donc, ce qu'on s'est dit, on a 3 off-sites par année. On va en faire un qui va être beaucoup plus une réflexion stratégique. Puis il va y avoir à ce moment-là 2 off-sites qui vont être plus opérationnels, je dirais, mais avec peut-être des exercices plus précis à l'intérieur. Et ce qu'on se rend compte, c'est quand il y a des exercices stratégiques, à la quantité de gens qu'on est autour de la table, ça crée quand même une certaine friction. Puis les gens sortent de là quand même assez drainés à la fin de la journée. Alors que quand c'est plus opérationnel, de dire on en est où, est-ce qu'on est sur le plan, on pivote un petit peu le plan, c'est quoi les priorités du prochain trimestre. Il y a beaucoup moins de friction pendant la rencontre, puis on est capable d'être beaucoup plus facilement tous rassemblés sur la même page initialement. Donc, à date, c'est notre apprentissage des derniers off-sites, particulièrement de la semaine passée, que là, on veut s'élever, puis de planifier des thématiques. Au moins 1-2 ans à l'avance pour dire une fois par année, on révise l'ensemble de la stratégie de l'organisation, puis ça va brasser dans ce off-site-là. Puis ça nous laisse pas grand place après ça pour faire plus une côté opérationnel. Mais de s'assurer de prendre les 2 autres off-sites en mode un peu plus opérationnel. Est-ce qu'on est dans le plan? Est-ce qu'il faut pivoter légèrement? Puis est-ce qu'il y en a qui excusez l'expression, qui est une de nos valeurs, là, qui guettent pas shit done? Oui, clairement. Et d'ailleurs, ça me donne des idées de te poser quelques questions, Jonathan. Comment planifies-tu un petit peu tes trimestres avec tes équipes? Est-ce que vous travaillez sur cette fameuse stratégie de OKR? On a des objectifs très, très clairs qu'on suit par trimestre et on se doit, bien entendu, de donner une cadence à peu près hebdomadaire de rencontres pour s'assurer que tout suit. Est-ce que vous avez une autre structure de travail? Je pense que tant qu'à être dans la discussion des retraites, parlons un petit peu de planification stratégique. Comment ça se met en place chez OpenMind? Bon, on a différents outils puis frameworks de gestion qu'on a implantés dans l'organisation. Des fois, trop, c'est comme pas assez. Là. On se promène à gauche et à droite. Et là, on est peut-être sur la limite de trop de frameworks de gestion puis trop d'outils. Mais si on part à très haut niveau, on utilise l'outil qui est la Vivid Vision, qui nous donne une vision 5 ans. Dans notre cas, à nous, la vision 5 ans nous amène jusqu'en février 2027 pour OpenMind. À partir de là, on a défini vraiment là, année après année jusqu'en 2027 où est-ce qu'on voulait s'en aller et qu'est-ce que l'organisation aurait l'air rendu là. Donc, ça nous donne nos objectifs de vente, ça nous donne nos objectifs, comment on doit se positionner par rapport à nos clients, notre staff, les médias, le marketing, tout ce qui vient avec. Donc, ça, c'est à très haut niveau. Pour le ramener plus proche, on a un outil qu'on a extrait d'un livre qui s'appelle CEO Tool 2.0, qui est un one-pager plan qui nous permet d'avoir quand même en partie la Vivid Vision 5 ans dessus, mais on est capable de venir définir nos 5 stratégies sur 1 an et de partir de ces stratégies-là pour dire c'est quoi nos tactiques et c'est quoi nos métriques qu'il faut suivre. Donc, sur une seule page, on a l'ensemble de notre vision 5 ans à gauche, on a nos 5 stratégies clés pour cette année, on a nos tactiques pour nos stratégies clés, on a surtout nos métriques qu'on peut suivre après ça, mois après mois ou trimestre après trimestre. Et donc, à partir de là, va venir découler nos ROCs, qui est notre sprint de 3 mois. Donc, on a 3 sprints de 3 mois et 1 mois d'atterrissage, que je dirais, de planification. Et c'est de cette manière-là que dans les off-sites, on va revisiter, dire est-ce qu'on est toujours en lien avec la Vivid Vision 5 ans? Est-ce qu'on est toujours en lien avec nos stratégies pour l'année? Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui dérape là-dedans? Est-ce qu'on est dans nos métriques? Puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on recalibre pour nos focus pour le prochain trimestre qu'on amène dans nos ROCs? Et on va faire, entre autres, demain, à l'heure où le podcast va sortir, c'est la journée même. Donc, jeudi, là, jeudi le 20, on va lancer l'ensemble des focus pour le prochain trimestre qui est du 1er août au 31 octobre. Et on va le faire en équipe, tous en présentiel. Et après ça, chacune des équipes vont se séparer physiquement dans les salles individuelles pour venir approfondir c'est quoi les focus pour
chacun leur équipe et comment ils peuvent s'impliquer et qui vont être les porteurs de ballon pour chacune des initiatives du trimestre. Donc, on part vraiment vision 5 ans avec la Vivid. On descend un an avec le CEO Tool 2.0 qui est une page. Puis après ça, on amène ça en version trimestrielle avec nos rocks qu'on déploie dans chacune des équipes, qu'on fait un suivi pratiquement hebdomadaire, qu'on envoie Équipe de direction ensemble. On fait un mix d'équipes de direction, puis un mix qu'on envoie à l'équipe. On filme avec Berrycast, qui est un petit outil qu'on a développé ici à Blainville, chez OpenMind. On filme une vue du tableau de bord de ClickUp. Donc, tous nos rocks sont dans un outil de gestion qui est généraliste, qui s'appelle ClickUp, qui est un petit outil de gestion de tâches et de projets. Puis là-dedans, on a un tableau de bord qui nous permet de voir l'avancement des points qu'on a accumulés durant le trimestre pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction par initiative, par projet, par équipe. Puis on pousse ça un petit 2, 3, 4 minutes d'update là, à l'ensemble de l'équipe à chaque semaine. Donc ça permet de donner un pace puis d'avoir une vue. Donc effectivement, il y a l'équipe de gestion qui jette un coup d'œil pratiquement chaque semaine sur l'avancement de ces focus-là. Mais on essaie de repousser l'information à l'équipe par petits blitz, par petites bouchées d'éléphants, semaine après semaine. Structure très similaire, effectivement, de notre côté également. Donc, ces fameux meetings, on pourrait dire, de stratégiques une fois par semaine, 90 minutes. Chacun donne ses suivis de ses départements, l'avancement également de ses points, les bloquants. Et par la suite, des discussions s'ouvrent pour, bien entendu, améliorer ces différents enjeux-là, qui sont reliés, bien entendu, à une stratégie de trimestre, qui est souvent quantifiée en termes de chiffres. En termes de revenus, on a 3 métriques qu'on regarde beaucoup. Augmentation du nombre de clients, facture moyenne des clients et bien entendu rétention, qui est très, très important pour nous. On regarde ça et très souvent par la suite, les objectifs de chacun des départements vont être en adéquation avec ces 3 points-là. On discute. Par la suite, un update qui est fait. On refait le tout, mais de manière mensuelle et bien entendu, de manière trimestrielle, c'est des meetings qui sont un peu plus longs. Mais structure similaire, hein, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent mettre une cadence efficace, rythmée avec les équipes à l'interne, c'est clairement pas des choses que Jonathan et moi, on a inventées. Hein. Des fois, à un certain point, à un moment donné, il faut prendre les frameworks, les intégrer, leur faire confiance et voir les résultats qui vont se dérouler sur le moyen long terme. Là. Et de notre côté, c'est les outils Gazelle, Scaling Up. Je serais curieux éventuellement qu'on puisse jaser avec quelqu'un qui a plus apporté le coffre à outils de EOS, qui est une technique similaire ou parallèle à Gazelle, Scaling Up, que j'entends beaucoup parler depuis longtemps. Puis je serais curieux de peut-être avoir une discussion à cœur ouvert, de voir peut-être un entrepreneur ou un coach qui l'a fait d'un côté comme de l'autre de la clôture pour voir s'il n'y a pas des bons éléments à ressortir puis à amener. Puis on a des gens, je pense, dans notre forum d'entrepreneurs, Antoine, qui sont sur le côté de la force obscure iOS et non Gazelle. Donc ça pourrait être intéressant éventuellement d'apporter une petite discussion à ce sujet-là. Là. Exact. Et bon, en termes de nouvelles, est-ce qu'il y a quelques points qui ont capté ton attention cette semaine, Jonathan? Absolument. Je suis un grand fervent de nouvelles par rapport au financement de start-up, particulièrement en technologie. Donc, je reçois régulièrement un bulletin des fonds qui sont levés et ça me fascine de voir comment il y a des entreprises qui lèvent beaucoup d'argent sur des simples idées ou même de voir en même temps des idées qui sont extrêmement, probablement à fort impact pour le côté humain puis le côté de la santé. Fait que j'ai relevé deux petites levées de financement qui, je pense, qui est intéressant peut-être à montrer aux gens ou à expliquer à l'auditoire. Le premier financement que j'ai vu passer, c'est la compagnie Augmedix, qui sont dans la réalité augmentée au niveau du médical et de la chirurgie. Ils ont levé 82,5 millions US. Et cette start-up-là, le but, c'est de fournir de l'équipement de réalité augmentée pour les chirurgiens pour être capable d'avoir une vision qui est un peu en format X-ray quand ils font de la chirurgie, pour être capable de bien voir tous les tissus, les ligaments, voir pratiquement à travers la peau, pour être capable de naviguer plus facilement avec ces instruments en tant que chirurgien pour maximiser le résultat de la chirurgie. Et là, on pourrait se dire, mon Dieu, ça a l'air de la science-fiction de fournir ce genre d'outils-là à des chirurgiens. À l'heure qu'ils ont levé pratiquement 100 millions canadiens là, en série D, ils étaient rendus à leur 4 millième patient aux États-Unis à traiter avec le système X-Vision Spine. Donc, très fort à parier que ça va être déployé à très grande échelle mondiale. Et je pense avoir un impact sur tout le monde qui va passer sous le bistouri.
c'est un bel exemple de technologie qui vient rendre l'humain à une force qui est décuplée, proche du côté super-héros. Et fort à parier qu'avec ces millions-là, ils vont mettre de l'intelligence artificielle dans le système pour être capable de rendre les chirurgies beaucoup plus positives, beaucoup moins invasives, puis d'augmenter le taux de succès. Donc, je trouvais ça super intéressant comme nouvelle. Et moi, ça me fascine la quantité d'argent qui peut être levé sur des idées. 100 millions, point, c'est impressionnant, là. Combien d'argent ont-ils levé au final depuis le départ? Est-ce que tu as cette information-là? Ou... Je ne l'ai pas proche, mais je suis convaincu qu'en se parlant quelques instants, on va réussir à le trouver. Parce qu'en série D, 100 millions, habituellement, il y a des sommes, habituellement peut-être un petit peu plus basses qui ont été investies avant. On s'entend, c'est des organisations qui ont besoin d'énormément de capital pour passer à un autre niveau. Donc, tu as les infos? Absolument. Donc, total, ils ont levé 143 millions US. Bon. C'est une compagnie aux États-Unis, entre 100 à 250 employés, fondée en 2014. Donc, c'est quand même jeune comme entreprise. Et comme je disais, série D, donc ils sont à pas à leur première ronde de financement, mais il y a des gros joueurs derrière eux. Là. Ça frôle l'appel public. Là, habituellement, quand tu es rendu en série D, série E, la prochaine étape, c'est soit l'appel public ou la vente. Parce que c'est très rare qu'il va y avoir des séries F et des séries G. On va dire ça comme ça. Exactement. Ils ont levé 800 000 en seed investment, donc du capital d'ange en 2015, 8,3 millions en 2017, une accélération à 15 millions en 2020, 36 millions en 2021 et là, pratiquement 83 millions US. Donc, je pense qu'ils ont probablement une belle traction puis ils prouvent que leur modèle d'affaires fonctionne. Donc, fort à parier, effectivement, qu'ils vont faire une entrée en bourse. Moi, je parierais d'ici là, 2 à 5 ans maximum. On va les voir apparaître en bourse. Tu avais mentionné 2 entreprises. Quelle est l'autre organisation que tu as sortie? Un autre modèle d'affaires qui est vraiment complètement champ droit. Imagine, Antoine, aujourd'hui, d'être capable d'acheter une partie d'actionnariat d'un cheval de course. Donc, il y a une compagnie qui a réinventé un peu tout le concept de pouvoir parier sur des chevaux de course à haut niveau professionnel. Donc, la compagnie s'appelle My Race Horse. Et le but à eux, c'est que pour aussi peu que 100 $ US, on peut acheter une fraction du capital action d'un cheval. Et dans l'application mobile, on peut suivre à ce moment-là toutes les nouvelles par rapport à l'entraîneur du cheval, à la personne qui s'assure de faire courir le cheval et tout ce qui vient autour au niveau de la performance du cheval et d'avoir une partie des prix et de l'argent que ce cheval-là va récolter durant sa vie professionnelle. Et là, moi, je regarde ça et je me dis, mon Dieu, il n'y a personne qui va être capable de faire un modèle d'affaires wow avec ça et de lever de l'argent. Eh bien, ils sont rendus à 50 000 utilisateurs actifs aujourd'hui. Ils ont plus de 100 chevaux dans leur application. Et ils ont réussi à lever 7 millions US de financement. Donc, quand même assez intéressant sur une simple idée d'être capable de bâtir un modèle d'affaires, de réinventer une industrie qui est en plein déclin. Et moi, j'écoute ça, je regarde ça, puis j'ai quasiment le goût d'aller essayer l'application pour m'intéresser un petit peu à voir comment ça fonctionne, parier un petit peu sur les chevals. Mais là, c'est plus juste on parie, on commence à être un peu propriétaire de tout ce qui se passe en arrière. Et faire à parier, ça va redonner un souffle à ce moment-là à l'industrie là, de course de chevaux. Ah, il y en a de toutes sortes des investissements. Une organisation américaine également? Oui, absolument. Les fonds sont plus faciles au-dessus de la frontière. Ça, c'est clair. On l'a vu très récemment avec certaines organisations. C'est plus facile de lever de l'argent aux États-Unis. Les multiples sont un petit peu plus généreux que ce qu'on peut voir au Canada. Absolument. Si on regarde par contre du côté canadien, Lyon, vous avez peut-être vu la nouvelle, a levé 142 millions US cette semaine. Majoritairement d'organisations et d'entités québécoises, donc Fonds d'Action, Fonds Solidarité FTQ, Groupe MAC, la famille Saputo également là-dedans. Quand même assez intéressant par contre parce que si on regarde l'historique de Lyon, quand ils ont fait leur entrée en bourse aux alentours de 15 $ US, l'action a eu quand même une belle envolée au-delà de 30 $ l'action et dernièrement, elle vivotait entre 2,50 et 3 $, ce qui empêchait Lyon d'être capable d'aller se financer pour leurs besoins de liquidité en bourse parce que ça allait trop diluer les actionnaires. Donc, ils ont réussi à lever du financement privé
à des taux d'intérêt assez impressionnants, Antoine, je pense. Hein? Tu as un petit peu 13%. d'informations là-dessus. Là. 13% et 11% en moyenne qu'on était capable de voir. Je crois que la structure est basée sur une note convertible, donc qui, effectivement, comme tu l'as mentionné, va avoir des taux d'intérêt qui vont aller jusqu'à 13%. Mais j'imagine que c'est le prix à payer à un certain point quand on est dans une organisation qui a besoin de capital, mais qui, malheureusement, pour les investisseurs, on n'a peut-être pas atteint les objectifs qu'on devait atteindre. Et c'est ce qui a impacté un petit peu l'action boursière. Mais ce qui est quand même paradoxal, et là, il va falloir peut-être faire des recherches un petit peu plus en profondeur pour Lyon. Mais tu me disais, Jonathan, juste avant le podcast, les ventes avaient l'air quand même de bien aller. C'est une organisation qui a généré quelques millions même de profits l'année dernière. C'est une organisation qu'on sait très bien, Lyon, c'est québécois, ça a besoin de capital pour continuer à construire la technologie, donc il va y avoir besoin de beaucoup d'allocations. Donc, je serais curieux de voir qu'est-ce qui a pu causer une descente aussi drastique de l'action. C'est quand même passé de 33 $ à 2 $. Là, on parle ici d'une division par plus de 15. C'est très, très intense. C'est vraiment très curieux. Puis ça pourrait peut-être être intéressant d'inviter, je pense, le président qui est Marc Bédard, qui est de mon coin, de la Rive-Nord de Montréal. On pourrait peut-être l'inviter éventuellement sur le podcast s'il n'avait pas déjà apparu dans le passé. Mm-hmm. Mais effectivement, les revenus sont en hausse au niveau de Lyon. Si on regarde avant COVID, on parlait d'un 20 à 30 millions annuels. 2021, 60. 2022, 140. Si on regarde dans les 12 derniers mois, on est à 172 millions de revenus. L'année passée, on a généré 30 millions d'EBITDA. C'est ce qui est quand même curieux de voir le titre descendre autant dans un court espace de temps. Ma perception, c'est relié aux prévisions. Ma perception, puis là, c'est très, très haut niveau, puis c'est là que ça serait intéressant. Puis c'est juste une opinion, mais ça serait intéressant que peut-être Marc vienne nous parler de ça sur le podcast, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs autres qui ont rentré dans le marché pour offrir un produit similaire. L'équipe de gestion, est-ce qu'ils ont l'expérience pour accomplir tous les projets qu'il y a en avant aussi accomplir? On parle entre autres de 2 grandes usines, 3 peut-être grandes usines qui sont en train d'être construites. Une sur la Rive-Nord de Montréal pour les batteries, une sur la Rive-Nord pour les productions, et je pense qu'il y en a une à Joliette aux États-Unis, pas Joliette d'ici du Québec, pour faire attention. Je pense que c'était en Illinois, si je ne me trompe pas. Donc, beaucoup de projets d'investissement en court laps de temps, beaucoup de compétitions qui semblent entrer dans le marché. Donc, c'est peut-être tous ces facteurs-là qui fait que Lyon se fait malmener en bourse. Est-ce que c'était prévu? Moi, je vois 2 choses, là. Probablement, soit que ce n'était pas du tout prévu de la part de l'équipe de gestion que le titre baisse autant et ils pensaient aller se refinancer avec une nouvelle émission d'actions pour aller chercher du capital de plus aujourd'hui. Mais là, ils se sont probablement retrouvés coincés avec le fait que l'action est trop basse et devoir se retourner vers un autre type de financement pour financer leurs activités de croissance et d'opération. Donc là, ils se retrouvent dans une situation avec des taux d'intérêt quand même assez élevés et là, ça leur laisse probablement plus grand marge de manœuvre pour exécuter parce que ça va commencer à créer une lourde charge d'intérêt probablement sur l'organisation. Et encore là, je me répète, je ne suis pas un expert en chiffres à ce niveau-là, je ne suis pas un expert en évaluation de titres. C'est simplement une opinion de quelqu'un qui regarde quelques chiffres sur Internet et qui s'intéresse un peu à ça. Bon, en tout cas, histoire à suivre, c'est assez intéressant de voir ce qui se déroule avec Lyon parce que clairement, les chiffres ont l'air de nous démontrer un petit peu le contraire de ce que l'action nous témoigne. Donc, on va suivre le tout de près. Jonathan Vachès-Philly, d'autres nouvelles? Inflation qui est sortie cette semaine, reculée à 2,8 %. À regarder à quel point l'augmentation des taux d'intérêt, donc les remboursements hypothécaires, viennent impacter ce 2,8 % parce que, selon ce que j'ai pu comprendre dans mes dernières lectures, il y a un pourcentage de l'inflation qui est relié au fait que les taux d'intérêt augmentent. Donc, la Banque du Canada influencerait de manière pas dans la bonne direction l'inflation en voulant baisser l'inflation. Donc, c'est une bizarre de dynamique. Donc, c'est intéressant de voir que l'inflation diminue. Ma perception au niveau, c'est que le 2,8 %, si on retire l'augmentation des taux d'intérêt hypothécaires, on est probablement très proche de la fourchette de 2 %. Donc, ça va être intéressant de voir en septembre si la Banque du Canada va relever encore d'un 0,25 de 0,25 % les taux d'intérêt. J'espère que non, mais à suivre. On commence à avoir beaucoup d'échos en arrière-scène de beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de particuliers qui commencent à avoir la charge de taux d'intérêt de manière très négative et très lourde sur les opérations personnelles ou professionnelles.
Ben, surtout que le taux d'inflation est retourné à 2,8 %. Là, l'objectif canadien, si ma mémoire est bonne, est de 2 %, donc on n'est pas tellement loin. Et comme tu dis, peut-être qu'il y a des impacts même négatifs que ça a créé avec l'augmentation des taux. Bref, à suivre. Jonathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense que tu pars en vacances pour quelques semaines là, dans les prochains jours. Absolument, je termine dans quelques heures, effectivement, pour en vacances. On regardera si on se connecte à distance pour se faire un petit podcast en mode Corona et Mojito. Donc, à suivre dans les prochaines semaines. Bon, ben, profite de tes vacances et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.